Merci d'être avec nous ce matin dans le talk. C'était une stratégie marketing dangereuse incitant les populations à la consommation abusive et sauvage de l'alcool. C'est donc une décision salutaire du ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation interdisant les promotions des bières au Congo. Sachez qu'en 2020, le Congo figurait dans le top 10 de l'Organisation mondiale de la santé des pays africains les plus gros consommateurs d'alcool. Nous en parlons ce matin avec nos deux invités sur le plateau. Albert Miazikuta, directeur de publication de la Semaine africaine. Bonjour Albert, bienvenue. Bonjour. Malonga Gélas, président de l'Association des consommateurs. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà. Avant cela, on va d'abord parler du Burkina Faso. La tension au nord-ouest du Burkina Faso, dans la ville de Kaya, entre la population et les soldats français, causant 4 morts pour cause. Un convoi de l'armée française a été attaqué par les populations qui voulaient rejoindre le Niger voisin, l'accusant de transporter les armes pour aller alimenter les djihadistes. Suivez ce reportage de TV5 Monde. On dit de rentrer chez vous. Ouais. Rentrez. Allez-y, on ne veut pas de vous ici. 24 heures que ces soldats français sont bloqués ici, aux portes de Kaya. Les jeunes de la ville refusent de les laisser traverser leur commune, qui se trouve à une centaine de kilomètres au nord de la capitale, Ouagadougou. Le mouvement serait spontané, des milliers de personnes mobilisées. Cet important convoi logistique français doit rejoindre le Niger. Il est parti de Côte d'Ivoire, a déjà été empêché d'avancer à Bobo-Dioulasso, puis Ouagadougou, et maintenant Kaya. Dans d'autres villes du pays, comme ici à Waïgouya dans le nord, des manifestants en nombre disent leur ras-le-bol de l'insécurité au Burkina Faso, exigent le départ des troupes françaises de la région. La dernière attaque djihadiste en date est l'une des plus meurtrières qu'a connue le pays. Plus de 50 morts à Ignata dans le nord dimanche, quasiment que des gendarmes. Et la polémique enfle car les militaires manquaient apparemment de l'essentiel sur place. Ils étaient à court de vivres, et ce depuis 2 semaines. Des dysfonctionnements que le président Kaboré a déplorés mercredi à la sortie du Conseil des ministres. Une enquête administrative a été diligentée. Nous ne devons plus entendre parler des questions d'alimentation dans notre armée. Nous ne devons plus entendre parler des questions de primes dans cette armée. Nous devons mettre nos hommes dans toutes les conditions qui les permettent d'affronter le terrorisme avec l'ensemble du courage qu'il faut. 2 commandants responsables du secteur nord du pays ont été démis de leurs fonctions après l'attaque d'Ignata. Insuffisant pour le chef de file de l'opposition. Nous nous tenons pour responsables le gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré et le président Roch-Marc Christian Kaboré. C'est inimaginable de garder des troupes sur place avec un ravitaillement épuisé. On devait les remplacer, on ne les a pas remplacés. Les mots manquent pour qualifier. C'est inhumain ce qui s'est passé là-bas. Mardi déjà, plusieurs centaines de personnes s'étaient réunies à Ouagadougou notamment pour demander la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré. Une autre manifestation est prévue samedi, dans une semaine. Voilà, Albert Miazikuta, au-delà de cet incident en tout cas, la population, surtout au Burkina Faso, exprime ce désamour de la présence des soldats français sur leur sol, notamment dans la région du Sahel. Je serai un peu plus nuancé, je veux dire, cette manifestation n'est pas tant une manifestation anti-française qu'une manifestation, un ras-le-bol contre l'insécurité persistante. Ce sont des Français, bien entendu, qui sont là, qui ont couvert le terrain et qui aujourd'hui sont en voie de repliement ou de redimensionnement. C'est sur eux que se porte en priorité cette colère, cette déception. Mais le problème est un problème d'ensemble, c'est un problème qui se pose au Burkina Faso, au nord du Burkina Faso, se pose au Mali, se pose au Niger, à la frontière, dans la région des 3 frontières. Et c'est un problème qui a aussi commencé à se poser un tout petit peu au Bénin et au Nigeria.
C'est-à-dire que nous avons une zone prise en otage ici par des djihadistes, parfois avec la complicité des citoyens normaux, d'ailleurs, il faut le dire, parce que ces djihadistes, nous les appelons djihadistes, c'est bien commode, mais en fait, il s'agit de personnes qui sont des fondamentalistes musulmans et qui ont une vision à eux de ce que l'islam doit être dans ce pays. Dans une partie du Mali, il est même décrété que seul l'islam peut être là-bas comme la religion. Albert, au-delà de ce que vous évoquez, ce qui est tout à fait juste d'ailleurs, mais sur les images, on a vu les populations dire carrément aux soldats français de rentrer chez eux, alors qu'il devrait avoir une collaboration entre la population et l'armée française qui est là pourtant pour les sécuriser. Non, je veux dire, lorsqu'on continue à regarder cela sous ce prisme, on multiplie les incompréhensions, y compris les incompréhensions de ceux qui doivent comprendre. C'est-à-dire, vous voyez qu'il y a eu quelque temps, je parle maintenant du Mali, où la classe politique était divisée entre dialoguer ou non avec les djihadistes du Nord. Donc, est-ce qu'il fallait aller à Kidal? Est-ce qu'il fallait assurer la présence de l'État dans ces zones-là qui étaient devenues des zones de non-droit? Ou alors seul régnait l'islam et la charia? La question s'est posée. Eh bien, on avait cru comprendre que la classe politique malienne, dans sa majorité, voulait ne pas dialoguer avec ces djihadistes et donc y aller avec l'argument militaire. Mais lorsque, je ne défends pas le président Macron, mais lorsque le président Macron a dit « nous sommes ici pour vous », et vous semblez jouer double jeu, vous semblez, pour certains, donc, trouver des vertus à ces musulmans ou à ces barbus qui coupent la main aux voleurs et aux violeurs, etc., suivant la loi islamique. Eh bien, cela est incompatible avec notre présence à nous qui amenions, je dis pas d'autres valeurs, mais une autre manière. Mais à cette occasion, justement, le Premier ministre malien, lors du sommet à New York, accusait aussi la France de lâcher le Mali en plein vol. Et je pense que c'est cette déclaration-là, c'est cette attitude-là qui a mis le feu aux poudres et qui donc devrait être en tout cas à la base de nos interrogations sur ce qui se passe dans cette région du Sahel et non pas seulement la présence d'une faction, d'une nationalité ou d'une race, parce qu'il faut le dire aussi, il faut dire les choses comme elles sont. Donc ici, oui, ils s'en sont pris à des soldats français, n'ont pas voulu qu'ils avancent, mais même là, ils perpétuent cette incompréhension. Vous ne voulez pas d'une présence française, eh bien, laissez-la se replier. Pourquoi la bloquer? Si vous la bloquez, c'est comme si vous lui disiez je t'aime. Mais là, on voit un peu le désespoir de la population qui veut à ce que ces violences s'arrêtent au nord, dans la région du Sahel, au Burkina Faso. Et donc cela interroge le gouvernement malien tout de suite, le gouvernement burkinabé. Madame Gilaz. Oui, bon, moi je pense que si la population a manifesté un ras-le-bol, tout simplement parce que bon, ils ont un sentiment anti-français, mais également chez les musulmans, il y a un problème que je ne comprends. Vous voyez, c'est des gens qui ont un lavage de cerveau très 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 dangereux. C'est des gens qui se disent même, quand je veux m'exploser, demain j'irai au ciel. Bon, les gens qui ont ce lavage de cerveau-là, ils ne peuvent pas dénoncer. Moi, je pense que pour arrêter ce terrorisme-là, c'est très simple, puisque les djihadistes sont connus. Si la population pouvait travailler de commun accord avec la force publique de là-bas, avec les forces françaises qui sont arrivées là-bas, le problème pouvait peut-être être résolu de temps en temps. Mais ici, on attaque les soldats, c'est au moins près de 50 personnes qui sont tuées. Les gens. Attends, vous comprenez que la population, quelque part, est complice. Parce que c'est ce problème de lavage de cerveau que les extrémistes musulmans ont reçu dans leur tête. Parce qu'aujourd'hui, des gens qui se disent que si je vais m'exploser, j'irai au ciel. On parle même des bébés kamikazes. Bon, regardez-moi ce raisonnement-là. Bébé kamikaze, il laisse son bébé, il s'explose là à vous, tous. Alors, ça s'explique pas. Donc, c'est depuis leurs ancêtres. Hein, c'est depuis leurs ancêtres qu'on leur a inculqué ça. Donc, c'est vraiment
ça devient comme l'encre indélébile. Donc c'est difficile que les forces étrangères s'en sortent là-bas pour mettre fin au terrorisme. C'est très difficile parce que ils ont reçu un lavage de cerveau très dangereux. Albert. Et c'est des gens qui ne peuvent même pas dénoncer. Albert. Sans doute qu'il y a une bonne composante des populations au Mali, au Burkina Faso, au Niger, qui sont en phase avec les djihadistes, avec les islamistes. Mais l'islam est d'abord une religion de paix, on le dit. Je veux dire, la première sourate de l'islam n'incite pas à ce que vous preniez votre sabre pour trancher la tête à votre voisin qui vous dérange par ses coutumes, par sa race, par sa culture. Donc, il y a ça. Ça veut dire que forcément, il y a une minorité qui a instrumentalisé une partie de la présence française là-bas, une partie de la présence de l'administration là-bas, parce qu'il faut voir aussi que ce sont des régions très pauvres. Et donc, cette pauvreté, on la met sur le dos du pouvoir, du gouvernement, qui n'a pas su là-bas installer les infrastructures minimales, les dispensaires, les écoles, les routes même pour y accéder, la force publique, etc. Mais bon, vous savez, lavage de cerveau, oui, quelqu'un peut tuer 20 personnes en étant seulement une seule personne. Hein. Un seul individu peut en tuer 20. C'est sûr, mais nous n'allons pas conclure que pour autant tous les musulmans qui sont là-bas sont animés d'intention de tuer leurs compatriotes ou chrétiens ou d'autres religions. Il y a aussi chez ces musulmans-là du Nord une frange qui a milité, qui a dit qu'il nous faut aller au dialogue. Et ils en ont tenu 4 ou 5, au moins pour ne prendre que le cas du Mali. Voilà. Oui, alors, ces musulmans-là, vous voyez, c'est des gens qui gardent le secret, les extrémistes. mais non, il faut, Malunga, Gilas, il faut pas dire ces musulmans, parce que c'est pas tous les musulmans, on parle des fondamentalistes. Oui, je parle des extrémistes. Voilà. Les extrémistes, oui. Voilà. Merci, en tout cas. On va maintenant parler de cette interdiction de la promotion de l'alcool au Congo. C'était devenu une pratique assez courante, vendre 4 à 3 bières entre 1000 francs et 1500. Et donc, cette pratique participait à la consommation abusive de l'alcool par la population, notamment par la jeunesse. Vous êtes donc Malunga Gelaz, un président de l'association des consommateurs. C'est une décision salutaire qu'a prise le ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation d'arrêter cette stratégie marketing dangereuse, surtout pour la population. Oui, effectivement, cette mesure-là, elle est salutaire, tout simplement parce que nous avons constaté depuis un moment, la jeunesse s'est livrée à la consommation abusive de l'alcool. Et vous arrivez, 4 bières à 1000 francs, 3 à 1500, 4 à 1500, 3 à 1000 francs. Donc, avec cette prolifération des promotions des boissons alcoolisées, puisque nous sommes en période scolaire, vous savez que généralement les enfants sont tentés. Nous avons des enfants qui ont 17 ans en terminale, 19 ans. Donc, ils sont souvent tentés à la consommation de l'alcool. Surtout qu'ils ont encore un système immunitaire très, très fort. Donc, c'est des enfants qui peuvent s'empiffrer de la bière à tout moment et puis ça peut leur faire perdre beaucoup de choses. Mais actuellement, ces promotions, oui, elles sont interdites parce qu'il faut repartir à l'origine de ces promotions-là. Avant, je crois qu'il y a 2 ans ou 3 ans qu'on avait demandé au ministre d'État de les arrêter. Il avait fait autant. Mais ces promotions-là, quand on essaie un peu de visionner, avant, on avait remarqué que depuis qu'il y a eu l'entrée de la bière Coca à Pointe-Noire, 200 francs, 5 à 1000 francs, mais glacés. Et après les brasseries, ne pouvaient plus bien respirer. Eux également, ils sont rentrés dans la danse. Et au fur et à mesure, c'est devenu monnaie courante chaque fois. Mais ça n'honore pas notre pays. Oui. Albert Miazikuta, le Congolais, je vous rappelle ce classement 2020, le classement de l'Organisation mondiale de la santé, où le Congo occupait la 9e place sur 10 pays africains les plus consommateurs de l'alcool. Oui, et vous faites bien de le rappeler parce que ici, évidemment, le ministre d'État Claude Alphonse Silou a ciblé la jeunesse,
et il faut toujours protéger les jeunes avant tout. Mais le problème de consommation de bière est un problème d'ensemble. Là, dans votre classement, on ne parle pas seulement de consommation de bière chez les jeunes. Et c'est pourquoi donc il faut commencer très tôt, essayer d'élaguer un peu cette sensation de la liberté de boire de l'alcool jusqu'à satiété au-delà, et puis de faire du n'importe quoi ou de se permettre du n'importe quoi. Nous sommes aussi ici dans la sève, dans la frange utile, dynamique de la société qui doit penser notre développement. Donc pour moi, c'est une mesure vraiment bienvenue, une mesure bien pensée, qui doit remettre un tout petit peu les jeunes dans le bon droit, dans le bon sens. Mais pas seulement les jeunes, mais même les parents. Qu'est-ce que vous croyez que nous sommes, nous parents, lorsque à 10 heures du matin, j'ai bien compté, à un débit de boisson, ils étaient 4 et alignaient 20 bouteilles de bière à 10 heures. À 10 heures. C'était des jeunes, donc nous pouvions nous dire, voilà, c'est pas nous qui les buvons, ces bières-là, mais c'est quand même nos enfants. C'est le produit de notre... Mais Albert, c'est vrai que cette note circulaire qui date du 12 novembre vise en tout cas à protéger les consommateurs, notamment la jeunesse, de la prise de l'alcool. Mais est-ce que cela règle pour autant le problème de fond, alors que il y a ces sociétés-là qui sont sur place, qui produisent de l'alcool et qui doivent évidemment vendre? Il fallait faire quelque chose, et déjà ça c'est une chose très importante et très utile, parce que ces sociétés, évidemment, nous avons parlé d'alcool ici, mais nous aurions pu, nous sommes échangé quelques mots là-dessus, parler aussi de la cigarette, qui est tout aussi nocive dans nos sociétés, et d'autres produits de consommation courante devenus un tout petit peu le modèle de faire bien, de faire riche, de faire chic, lorsque nous allons dans nos veillées, lorsque nous allons dans des rassemblements qui, de plus en plus d'ailleurs, piétinent même les mesures barrières qui nous sont imposées contre la pandémie, qui piétinent même nos valeurs par rapport aux morts. Allez dans les veillées, vous verrez de ces scènes, de ces jeunes qui prennent en otage un cercueil parce que c'est le cercueil d'un de leurs camarades, ou qui s'assoit dessus. Il y a les lieux de deuil que vous évoquez notamment qui sont transformés pratiquement en kermesse, où on vend de l'alcool, Malonga Malonga, Gélas. C'est vrai que la prolifération aussi des débits de boissons, des caves qu'on appelle généralement, ça rapproche aussi les jeunes de l'alcool. Oui, effectivement, ça rapproche les jeunes de l'alcool, mais ici, il faut qu'il y ait un problème du respect du prix. Parce qu'aujourd'hui, si le prix est respecté, quand il y a une braderie, je pense que ça ne peut que pousser la jeunesse à consommer suffisamment d'alcool. Mais si la jeunesse arrive, se dit que bon, la bière est vendue à 500, le prix homologué, je crois qu'ils vont plus faire tout ce désordre-là, parce qu'aujourd'hui, c'est des enfants. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'il n'y a pas que, Albert était en train de l'évoquer tout à l'heure, il n'y a pas que les jeunes qui sont touchés par la consommation de l'alcool. Ben oui, effectivement. C'est tous les Congolais. C'est tous les Congolais. Tous les Congolais. Il y a aussi des personnes âgées et jeunes qui se sont dirigés vers la consommation de l'alcool frélaté. Vous voyez, ceux qui vont contre l'alcool frélaté, là. Il y a la jeunesse et il y a aussi les vieux. Bon, là, les degrés ne sont pas connus. Et ceux qui étaient dans la consommation de l'alcool frélaté, quand ils se retrouvent 4 bières à 1000 francs, ils vont encore repartir là-bas. Et au fur et à mesure, ça crée un peu cet imbroglio-là. Donc aujourd'hui, c'est un problème seulement. Il faut éviter de brader. Il faut éviter de brader la boisson. Il faut respecter aussi le prix homologué. Parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas acheter quelque chose de qualité qui coûte cher dans un magasin que ce qu'on a piraté. Si vous prenez l'exemple d'un insecticide qu'on avait piraté ici, là, mais ce qui était piraté est devenu moins cher, mais le vrai fabriqué, alors que ce qui était piraté présentait des substances dangereuses. Donc aujourd'hui, c'est un problème du respect de prix aussi. Il faut éviter les braderies. Parce que quand il y a braderie, ben nous on se pose les questions. Est-ce que c'est pas de l'alcool de mauvaise qualité? Mais comment est-ce que tu peux brader la boisson? Tu arrives 4 bières à 1000 francs. Ce qui coûte 500 francs le prix homologué. Tu te poses 1001 questions. Oui, bien entendu. Hein. Il y a ça, c'est une question très importante et essentielle. La braderie et en fait, d'une manière générale, éviter les appels d'air, c'est-à-dire toutes les incitations directes ou indirectes
qui pousse les jeunes à aller vers un alcool devenu à leur portée. Donc, il faut souvent, cela se voit dans les nations riches, c'est par le portefeuille qu'on frappe, y compris pour inciter à ne pas fumer. Donc, on augmente le prix de la cigarette. Ici, chez nous, c'est le contraire qui s'est vérifié parce que les brasseurs, parce que les vendeurs de bière, ils trouvaient de l'intérêt. Mais quel est notre intérêt à court, moyen et long terme? La santé de ces jeunes. Je veux dire, lorsque vous voyez des jeunes dormant dans la rue, incapables de raisonner le lendemain, incapables même de savoir pourquoi est-ce qu'il a dormi dans la rue sans chemise, sous la pluie, etc. Tout ça, si nous répliquons ce genre d'exemples dans la ville de Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, en Kaï, à Ouesso, ainsi de suite, ce sont autant de jeunes qui sont perdus pour l'action de développement de notre pays. Et donc, il faut d'abord les viser eux. Ces stratégies marketing-là participent à l'abrutissement général de la population parce que vous partez dès 17 heures dans les débits de boissons, c'est rempli et les tables sont pleines de bouteilles. Non, 17 heures, c'est même plus loin. Dès 11 heures. Dès 11 heures. C'est cela, on a connu dans des pays pas trop lointains d'ailleurs, je crois, des politiques qui incitaient à, il faut d'abord danser et boire. Hein? Comme ça, on oublie les problèmes essentiels de la vie et on a la sensation de vivre tous. Albert Malonga parlait des prix, il fallait homologuer les prix. Même à 500, c'est toujours accessible. Une bière à 500 est toujours accessible à tous. Donc, il fallait pas créer une brèche là. Il fallait pas leur dire que 500 qui sont accessibles peuvent aussi, connaître d'autres prix inférieurs. Donc, vous pouvez toujours obtenir quelque chose ou d'une qualité équivalente ou d'une qualité légèrement inférieure à des prix moindres. Non, il fallait vraiment que cette mesure-là arrive et c'est une mesure de protection de la jeunesse. Une mesure que je ne vois aucun parent censé s'élever contre. C'est cela. Nos jeunes n'ont pas... D'ailleurs, c'est à nous les parents qui le demandent. Sanitaire aussi, c'est que la jeunesse ne sait pas trop quand on consomme à jeun. Après beaucoup de temps, ça peut être... Mais il faudrait élargir le sujet. Il faut pas seulement pointer du doigt la jeunesse. C'est vrai que c'est la couche qui est vulnérable, plus touchée, mais il y a aussi des adultes aussi qui se retrouvent aussi dans cette pratique-là. C'est dangereux pour la santé. Parce que déjà, quand le corps cherche à récupérer les vitamines, il nous soutire de l'alcool. Donc, au bout de 10 ans, tu as atteint de la cirrhose de foie et puis tu es parti. Ça, c'est vrai. Nous devrions insister là-dessus, mais nous devrions insister sur des pratiques qui sont devenues de plus en plus courantes aussi dans notre société. Vous voyez, le Congolais aime à se distinguer dans des mesures lorsqu'il y a des rassemblements de famille, etc., disant « Ah, c'est lui qui a casqué ». C'est lui qui est... Alors, on dit, ah ben voilà, il a sorti une 50aine de casiers de bière et ça fait la valeur de quelqu'un. Même le mort qu'on a pris pour prétexte dans le rassemblement ne compte plus, mais on valorise celui qui paye le plus. Et ça, les jeunes, entre eux, j'entends parfois certains langages dans les transports en commun, les jeunes qui disent ah oui hier oh non nous avons fait fort. Mais Albert, hormis ce fait-là, il y a aussi la prolifération de ces débits de boissons là qui rapprochent à proximité des écoles. Déjà le jeune ou encore le Congolais mis dans ces prédispositions là d'aller vers. Il y a une politique qui ne dit pas son nom de matraquage pour attirer la population vers la boisson. Bien entendu, mais attendez, ce problème-là, il peut se voir aussi, il peut s'analyser de deux manières. Vous savez, dans les années 60, il y a eu ce qu'on appelait la loi Portela dans ce pays, et donc qui interdisait aux jeunes de s'approcher d'un débit de boisson à partir de 20 heures, s'il était non accompagné. Et ça ramenait les parents, vous savez. Donc, ça touchait une personne en principe, mais deux par ricochet. On disait, tu ne peux pas aller acheter de l'alcool si tu n'es pas accompagné. Ça veut dire que le parent qui envoyait l'enfant acheter une bière au coin de la rue devait aussi s'assurer que lui-même aille avec lui pour justifier de sa responsabilité parentale. Donc, ça, c'est vrai. Mais les débits de boissons, d'abord, disons que ce sont des exercices de commerce
qui payent normalement des impôts et qui, donc, normalement doivent être encadrés aussi par une loi de sévérité qui fasse en sorte que les jeunes n'y viennent pas comme s'ils allaient, je sais pas moi, dans un moulin, comme s'ils allaient simplement rendre visite à leurs camarades. Ça, les débits de boissons, oui. Les rapprocher des lieux de jeunes, il faut maintenir cette interdiction qui a été en vigueur à un moment dans notre pays, de ne pas tolérer la présence d'un débit de boisson dans le périmètre immédiat d'une école. De l'école, mais les boissons sont aussi vendues dans les enceintes des universités, il faut pas oublier. Là aussi, c'est un problème. Bon, à quelques mètres, hein, quelques dizaines de mètres. Même à l'intérieur. Même à l'intérieur, oui, il y a des glacières, tout ça. Mais oui, mais ça, il faudrait que je crois que les autorités, les pouvoirs publics doivent regarder pour prévoir au moins des textes. Parce que si je regarde, sans vous couper la parole, déjà pour les pharmacies, c'est après 1000 mètres. Pour avoir une pharmacie, il faut compter 1000 mètres pour en créer une autre. Donc, il doit faire autant aussi pour soit les débits de boissons ou... Attention, nous ne sommes pas dans la même logique là, parce que les pharmacies, au contraire, même si une loi devait les autoriser à se placer à 500 mètres l'une de l'autre, ça n'est que tout bénéfice pour les populations, parce qu'il s'agit de s'approvisionner en médicaments. Mais la bière n'est pas un médicament, ça c'est certain. Je disais, les débits de boissons à côté des établissements scolaires, moi, je suis sûr que dans l'intelligence de la circulaire du 12 novembre, eh bien, tout cela va être obtenu un peu comme conséquence logique. Parce que vous pouvez pas interdire à un jeune de ne pas prendre de la bière ou de ne pas consommer ou rechercher des bières en promotion et puis lui dire, bon, ben voilà, quand tu l'auras obtenu, la bière vendue à 500, tu peux en acheter 30 et tu peux les ramener dans ta salle de classe et les distribuer Donc c'est une logique contenue dans cette circulaire qui me paraît intelligente. Tout à fait, oui. Parce qu'il faut, mais la circulaire est là, mais il faudrait que les exécutants aussi soient sur le terrain. Mais il y a la circulaire, mais là déjà les cette circulaire notamment prévoit les sanctions pour ceux qui vont freindre à cette loi. Oui, mais la circulaire prévoit les sanctions. Mais lequel qui passe? C'est la répression des fraudes. Tu vas me donner raison, on verra qui on va sanctionner. Nous sommes sur le terrain, ça fait 8 ans, on regarde les mêmes choses. Mais vous êtes quand même le président des consommateurs. Mais oui, mais voilà pourquoi président des consommateurs, ça veut dire qu'on suit tout. Mais c'est pas nous qui allons partir faire la répression. Non. Mais il y a des tenanciers de ces débits de boissons, il y a de ceux qui exercent de manière formelle et ceux qui exercent de manière informelle dans les parcelles aujourd'hui, dont les parcelles à Brazzaville s'est transformé en débit de boissons carrément, et les jeunes connaissent ces endroits-là où aller s'approvisionner. Oui, il y a une direction de la répression de fraude commerciale de l'État qui s'occupe de toutes ces questions-là. Mais c'est à eux normalement, puisque la circulaire dit que les 2 DG en ce qui leur concerne doivent prendre leurs responsabilités. C'est dans ce sens. Donc il faut mettre sur le terrain les agents du commerce de la répression de fraude commerciale pour veiller au strict respect de cette circulaire. Une petite question de curiosité. Vous, association de consommateurs, vous êtes de quel côté dans cette circulaire? Je veux dire, le jeune, il est consommateur. Non, mais nous, association de consommateurs, dans cette circulaire, nous sommes totalement d'accord de tout ce qui a été énuméré dans cette circulaire, parce que nous savons que la consommation de l'alcool abusive n'est pas bonne. Et pour les jeunes, c'est d'avoir interdit les mineurs qui vont consommer de l'alcool. Nous sommes totalement d'accord avec le ministère du Commerce par rapport à cette circulaire. On n'est pas contre, on appuie au contraire. Vous voulez l'application stricte sur le terrain, parce que nous connaissons nos services au Congo, c'est pas aujourd'hui où nous sommes nés. D'accord, mais enfin, voilà, jouons le jeu. Quand même, disons que la circulaire est nouvelle, elle porte sur l'interdiction de faire du dumping sur les bières, sur cette incitation à consommer de l'alcool par le rabais des prix. Vraiment, donnons acte au ministère de cette volonté et allons jusqu'au bout. Je veux dire, faisons confiance. Espérons que les services de la répression des fraudes se mettront derrière tout de suite pour ne pas que les jeunes se ruent vers l'abreuvoir de la bière.
Tout à fait, oui. Puis il y a bien d'autres circulaires sur la commercialisation du pain jusqu'à aujourd'hui. Rien n'est exécuté sur le terrain. C'est circulaire, et puis voilà. Donc, je prends toujours des exemples. Oui, non, mais il faut en prendre sans doute. Mais moi, très sincèrement, j'adhère à cette campagne-là d'interdiction de... Nous, totalement, on adhère. On adhère à cette campagne. Ah oui. Albert, est-ce qu'il faudrait pas aujourd'hui une politique générale de voir comment l'installation aussi de c'est vrai que ce sont des commerces, des Congolais qui gagnent leur argent, en tout cas en vendant de l'alcool. Est-ce qu'il faudrait pas encadrer, par exemple, dans les quartiers, vous pouvez voir dans un quartier, il y a au moins 6 débuts de boissons, et ça aussi c'est un danger pour les jeunes et surtout pour les Congolais. Il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés aussi. Mais je dis, c'est aussi un problème d'ensemble. Donc, bon, moi, je relève un journal catholique. Dans ma rue, il y a 3 temples. Les temples. Oui. Enfin, en tout cas, des lieux de prière. Et d'ailleurs, justement, pour corser le tout, il y a un 4e lieu public qui s'est installé. Il s'agit d'un bar, justement, ouvert par un ancien douanier, pour ne pas le citer. Donc, ça nous fait déjà la nuisance sonore, j'en parle pas. Maintenant, pour la sollicitation à des comment dire, des vertus mystiques, etc., c'est aussi une concurrence. Le Congolais aujourd'hui est plus attiré à aller investir, par exemple, dans des boîtes, débits de boissons, ou d'investir dans autre chose, par exemple. C'est à moindre coût, hein, par rapport à celui qui a son congélateur, ouais, il a un espace chez lui. Bon, écoute, il transforme ça, il suffit d'acheter 1 ou 2 splits, et puis voilà. Puisque c'est à bas prix. À bas prix. Et c'est un problème de rendement rapide, hein. Avec le populisme, oui, il peut pas aller faire le maraîchage, hein. Il va beaucoup attendre. Non. Plutôt que la tomate ne fait que 3 mois, hein. Pour lui, ça ne marche pas. Voilà, c'est ça. Une boucherie, si vous mettez une boucherie, vous êtes obligé de souscrire un abonnement à l'électricité d'une puissance un peu différente, une machinerie, une chambre froide, justement, qui vous garde le produit non avarié pendant longtemps, alors que la bière, il suffit de commencer par son premier casier. Le premier casier vous rapporte, je sais pas, 300 francs, 400 francs, et si vous multipliez... Parce qu'il y a la bière importée, il a parlé aussi mais il faudrait que les experts, les spécialistes, lui conseillent ce qu'il faut pour les bières importées, là. Comme le Kuka, 8-6, il y a beaucoup de bières qui sortent de l'extérieur, qui sont vendues à bas prix aussi. Donc, puisqu'ils ont énuméré ça également, mais ça, il faudrait que les services du commerce instruisent le ministre comment est-ce qu'il doit faire, est-ce que les prix là, avec lesquels on les vend ici, peuvent marcher ou non. Parce qu'une bière, 200 francs glacée, donc là-bas c'est vendu à combien? 75 au Cabinda. Donc, vous voyez? Non, mais c'est-à-dire que le ministère du Commerce ne peut pas non plus se charger de conseiller. Il encadre, il y a des textes, des règlements qui encadrent l'exercice du métier de vendeur de boissons. Ça, je pense que c'est déjà quelque chose de très important. Mais s'il faut aller jusqu'à conseiller, dire non, si vous vendez à 200, vous n'aurez pas beaucoup d'argent, je sais pas quoi. Non, ceux qui vendent à 200, c'est une braderie aussi. Oui. Ça veut dire que le produit peut ne pas être bon. Parce qu'une bière à 200, je ne comprends pas. Une bière glacée à 200 francs. Alors que nous achetons 33 exports importés, c'est pas 200 francs, c'est 1000 francs. Pas 33 de Bralico, 33 exports. Vous voyez? Donc, c'est ça la différence. Mais Cook a importé 200 glacés. Ça s'explique pas. Mais est-ce que pour une population de près de 4 millions, il faudrait avoir autant de sociétés brassicoles qui produisent de la bière? Oui, en fait, les bières qui sont là, ce sont des importations frauduleuses. Normalement, c'est des situations qui doivent arrêter puisque les autres sociétés payent l'impôt. On a besoin de la fiscalité, qu'il y ait des recettes. Si vous constatez que ça, c'est juste pour venir disons, détruire les autres pour que leur chiffre d'affaires baisse, mais écoutez, il faut les mettre de côté. Hein. Oui, non. Mais, d'accord, c'est vrai, mais le problème aussi, c'est que nous sommes dans une économie libérale. Et donc, où, théoriquement, tout le monde a une chance égale de mener une activité
à condition qu'ils observent la loi. Oui, soit vous coupez la parole. Quand bientôt là, dans 9 ans, il y aura l'exécution de la zone de libre-échange continentale. Mais après, on va se retrouver où? Nous, le Congo, 9 ans après. Mais on ne consomme pas. Lorsque vous parlez, on va se retrouver où? Vous faites allusion exactement à quoi? À beaucoup de choses, parce que nous, on importe pas. Disons, nous vivons à 95% d'importation. Donc, finalement, il y aura c'est-à-dire l'économie congolaise sera écrasée. Sera écrasée, asphyxiée. Dans la réalité telle qu'elle se présente maintenant. Mais, encore une fois, je dis, soyons un peu optimistes. Dans 9 ans, c'est pas rien. Nous avons maintenant des zones de libre-échange. Une économie diversifiée que les Congolais vont commencer à produire. Nous avons des zones de libre-échange, des zones, économiques spéciales et où se produisent un certain nombre de choses que nous n'avions pas avant, du ciment, du fer à béton, des brouettes, des tôles, donc toutes ces choses-là, nous pouvons aussi nous prévaloir de les exporter à ceux qui n'en ont pas à ce moment-là. Surtout que nous sommes avertis déjà, 9 ans après, donc on doit faire vite. Mais est-ce que c'est parce que nous sommes dans une économie libérale, il faut permettre autant d'entreprises brasticoles de venir s'installer chez nous, tout en sachant que cela serait contre-productif pour la population? Oui, mais c'est cela, justement, le principe même de la libre concurrence et de l'économie libérale. C'est-à-dire que vous y allez tous, on vous donne des chances égales de vous installer, et puis celui qui se casse les dents entre-temps, eh bien, c'est la conséquence de la loi du marché, c'est cela. Mais on ne peut pas, comme ça, a priori, dire, voilà, à Talangaï, nous n'aurons que 4 bars, 4 buvettes, et à Mongali 2, etc. Non, au nom de quoi? L'esprit veut que ces choses-là vivent aussi et fassent vivre l'économie. N'oublions pas aussi un problème dont nous n'avons pas parlé, c'est que nous parlons ici dans un contexte de paupérisation de la population qui n'a plus d'emploi, qui n'a plus... vous voyez, lorsque nous marchons, lorsque nous circulons dans les rues de nos quartiers, eh bien, nous voyons que celui qui est vendeur de ceci est acheteur de cela. Et donc, parfois, ce sont des voisins. Je veux dire, il n'y a que le mur mitoyen qui les sépare. Donc, on ne peut pas dire, ah voilà, à gauche, vous vendez du chou, à droite, ne vendez pas la tomate. Donc, ça, c'est la loi, malheureusement. Oui, c'est comme ce qui se passe au marché. Celui vend du pain à 50 cm, l'autre vend du pain aussi. Bon. Mais là, il s'agit du pain. Et là, nous parlons de la boisson avec les conséquences, les conséquences qu'il y a sur la santé aussi à long terme. C'est comme on l'a signifié que ces services-là, vraiment prennent déjà leurs responsabilités pour essayer de mettre ça petit à petit. C'est déjà un grand pas le fait d'interdire ces promotions abusives. Oui, même tout ce qui était visible, les plaques, mais maintenant on ne peut plus les mettre. La tonne de bière à tel prix, c'est caché. Bon, mais ils se connaissent par d'autres signes, ils savent que là-bas c'est bon. Oui, non, mais c'est pourquoi je dis que c'est une circulaire intelligente, parce que elle tape, elle frappe là où il pourrait y avoir source de rebourgeonnement d'une activité aussi nocive. Je veux dire, lorsque vous n'avez plus des bières vendues à 200 francs, ou alors dans un package de 1000 francs, vous n'en avez plus, et que vous les recherchez, vous-même, vous savez que vous êtes maintenant dans l'illégalité. Vous êtes en train d'enfreindre la loi. Et donc, c'est très important cela. Parce que ce qui fait la Parce que quand on a arrêté, on a pris la circulaire, il y avait des gens qui avaient encore leur stock. C'est ça, à écouler. Et donc, parce que ce qui fait la force d'une loi, c'est aussi la connaissance que l'on a de cette existence-là. On dit, la loi n'autorise pas. Alors, une fois qu'un citoyen dit cela, il se dit, à partir du moment où il le fait lui-même, il sait que d'un jour à l'autre, il risque d'être... Passe à des sanctions. Oui, les sanctions jusqu'à la fermeture, jusqu'à en tout cas, du début de boisson. Est-ce que c'est important? Autre solution, c'est d'éduquer en tout cas la jeunesse congolaise autrement, parce que c'est une jeunesse aujourd'hui qui est attirée par la boisson. Est-ce que le problème, c'est pas de faire un travail autrement d'éducation pour... Le travail d'éducation, il est bon.
nous avons des départements instruction civique, éducation morale. Donc, de temps en temps, il y a même un haut commissariat, il y a même un ministère, donc voilà tout ça. Donc, c'est ça aussi, ils doivent aussi regarder leur rôle là. Hein? Organiser, oui, parce qu'il y a un haut commissaire en l'instruction civique, éducation morale, il y a un ministère de la jeunesse, des sports, ministère, vous voyez? Tout ça là, il faudrait que ces services-là fonctionnent aussi. Hein? Dans le cadre de l'éducation morale, instruction civique. Il y a aussi dans nos écoles, je crois, un travail de fond à mener pour que l'alcool soit vu comme étant opposé à la bonne réussite d'un élève, d'un étudiant. Or, ce qui est fait justement, et c'est ça, je dis, cette circulaire a visé à frapper au cœur du processus de fabrication de cette... Pendant les heures de permanence, au lieu que l'élève ou l'étudiant aille dans une bibliothèque, c'est se retrouver dans un débit de boisson. Oui, non, le temps d'attendre d'aller prendre part à un autre cours. Il y a pire, là au moins nous le voyons. On peut donc faire, quand on est enseignant, on peut faire une remarque. Mais il y a pire à la maison. Lorsque l'étudiant est reparti, il croit devoir soutenir sa mémoire en consommant de la bière à côté. Vous comprenez? Ça, je crois que c'est le plus dangereux de tous. Donc, le jeune qui croit, oui, je vais avoir des vertus un peu renforcées pour avaler mon cours de géographie, de mathématiques, de statistiques, si j'avale 3 bières. Et ça, il est tout seul. Il n'y a donc aucun frein. Il n'y a donc aucun filet pour dire, ah non, tu es là, tu as franchi la ligne rouge. C'est parce que aussi à travers les publicités que nous voyons, il y a un travail de matraquage sur le plan psychologique où l'étudiant est disposé en tout cas à recevoir et à consommer ce que lui voit. Et c'est ça, mais du moment que c'est vendu dans les glacières à l'université, l'étudiant... En tout cas, l'aîné, ce n'est pas vendu dans les glacières à l'université. Hein, c'est le problème est d'ensemble et donc il nous faut en prendre conscience. Je veux dire, la force publique devrait veiller aussi à ce que ce genre de trafic ne commence pas. Commencer, je veux dire, réprimer, oui, c'est une chose, mais nous devrions tous, et puis nous, les parents aussi dans les quartiers, je veux mais dire. Dans la circulaire là, dans la circulaire là, c'est aux 2 directeurs, hein. On ne parle pas de la force publique là. Non, c'est au service de la répression des fraudes commerciales. Donc la force publique, par la force oui, publique. il faudrait que ces services-là prennent la force publique, mais la force publique ne peut pas aller elle-même. Ils seront appuyés par la force sans les publique, services, la force publique ne peut pas se déployer. Oui, non, mais... Pour qu'elle se déploie, il faut qu'il y ait ces services. Oui, ça c'est une règle normale administrative, mais la force publique, elle est là justement pour garantir l'ordre public. Et si l'ordre public peut être, comment dire, perturbé par des soulards jeunes, je crois que là, elle est sollicitée 2 fois. 2 fois, oui, puisqu'il y a trouble à l'ordre public. Voilà, Albert. Mais dans d'autres pays, par exemple, ces lieux sont des lieux en tout cas cachés. On sait que ces lieux existent. Là, on vend la boisson, ça existe, mais un peu de manière cachée. Mais alors que chez nous, au Congo, c'est exposé. Où un enfant sait, là où un enfant de 5 ans, là où je peux carrément, là où on vend la boisson, c'est pas un danger aussi? Non, c'est un danger, mais attention, Sarah, le problème n'est pas de combattre ce phénomène par l'hypocrisie. Nous savons que le Congolais aime à boire de la bière. Ça, il y a rien à faire. Parce qu'on lui propose aussi à boire. Un peuple, lorsqu'il a été éduqué à faire quelque chose, il va le faire. Il va le faire. Je suis passé dans un pays, nous parlions dans notre première partie de ce débat de l'islam, je suis passé dans un pays musulman où justement on m'a approché à l'aéroport pour me dire « Ah, vous cherchez quoi? Si vous voulez de la bière, nous vous en proposons. » J'étais un peu étonné, mais il dit « Oui, non, on a mis dans un sachet de papier kaki, et donc on vous la vend comme ça directement. L'essentiel est que l'emballage cache donc... c'est de l'hypocrisie, je veux dire. Et nous ne devons pas tomber dans ça. Nous savons dans les quartiers quelles sont les mamans, les papas qui vendent de la bière, qui ont un congélateur où ils proposent ce genre de choses-là et où ils n'ont même pas à vérifier l'âge de celui qui vient les acheter
ou même les consommer sur place d'ailleurs. Pas même la force de dire... Mais puisque lui, en tant que commerçant, il est plus attiré par le bénéfice, par le gain et non par... le côté moral. De ce que nous avons. Exactement. Oui, même si dans certaines bières, on écrit « consommer responsable ». Si tu viens en acheter 10, celui qui vend ne va pas dire « je me suis trompé ». L'expérience menée depuis une dizaine, quinzaine d'années en Europe sur le tabac, sur les cigarettes, il y a toujours eu une mention. Le tabac tue, pardon. Mais malgré cela, il y a des gens qui continuent de fumer, justement. Donc, le fait que déjà la chose existe, ça tire vers, malgré les campagnes qui peuvent être faites. C'est une culture qui est à briser, peut-être progressivement. Lorsque nous avons nos manifestations publiques, 1er mai, fête de ceci ou de cela, et que les syndicalistes qui ont défilé au boulevard posent la question, alors on boit où? C'est pas pour boire de l'eau. C'est pas pour boire de l'eau. Pas d'alcool au volant, mais normalement, ça devrait se faire chaque jour. Au point de vue, ils sont déployables les alcomètres pour demander aux chauffeurs de taxi de bus pour juger si la Mais c'est un peu culturel au Congo, Albert, ce que vous évoquez justement, c'est culturel. Quand on célèbre la journée, c'est après une année qu'on le fait. C'est un coup d'épée dans l'eau. Alors que boire ou conduire, la majorité des accidents, c'est la boisson. Une bonne partie, oui. L'une des causes, en tout cas, des accidents que vous évoquez. Tout à fait. C'est l'alcool, la consommation exagérée d'alcool, la perte de contrôle qui s'ensuit. Donc il y a cela. Et alors, si ça c'est... Au volant. Mais vous aussi, c'est votre travail en tant que président de l'association des consommateurs de veiller, de lancer les alertes, parce que vous avez vu faire ces promotions-là, ces promotions dangereuses, en tout cas, de l'alcool au Congo. Et moi, je me serais attendu à ce que cette circulaire, vous vous en saisissiez, que vous l'amplifiez, que vous organisiez plusieurs actions. Des campagnes, justement, des plateaux pour sensibiliser. Voilà. Tout à fait. Parce que la circulaire, c'était même notre vouloir. Donc, comme elle a été prise, donc de temps en temps, nous allons continuer. Continuer à... De temps en temps. Mais oui, nous sommes une association. Vous savez, l'association, c'est pas un commerce. Donc, c'est à base d'écouter. Donc, on se bat. Regardez, c'est-à-dire appuyer, en tout cas, appuyer cette circulaire. C'est-à-dire, les pouvoirs publics, nous les appuyons puisque eux ne nous appuient pas. C'est ce qu'on a remarqué. Parce que quand il y a un convoleur de... Là, on peut même vouloir les soutenir, mais ils seront toujours démissionnaires. Même dans le cadre de d'organisation des campagnes de sensibilisation. La circulaire date. Oui, par rapport à toutes les circulaires qu'on a, quand on leur demande d'appuyer les associations pour une cause, ça c'est normal, c'est l'affaire de l'État. Nous, on leur oblige de faire ceci par rapport à la loi, ça c'est pas bon. Mais après, eux, ils doivent accompagner les associations. Ils n'accompagnent jamais les associations. Même si on leur demande... Accompagner les associations en quoi faisant exactement? En quoi faisant? On peut organiser une campagne de sensibilisation qu'en leur demandant, mais accompagner les associations ou retrouver la salle comme ça. Ils sont toujours démissionnaires, que l'État n'a pas d'argent. Nous faisons avec nos moyens de bord puisqu'on le fait de temps en temps. Voilà pourquoi j'ai parlé de temps en temps. Donc, oui, et vous avez dit tout à l'heure que c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc, si vous les accompagnez de temps en temps, effectivement, l'efficacité de la mesure et de l'engagement n'est pas garantie. Ça, c'est sûr. Voilà.